Alors dans cette partie, on va parler de l'induction mutuelle entre deux circuits. Jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé quelle était l'induction, l'auto-induction, par exemple, produite par un circuit sur lui-même. Là, on va se mettre dans la situation où on a deux circuits. Un premier que je vais appeler C1, je ne l'ai pas noté là, mais C1, celui que je dessine. Donc qui est parcouru par un courant I, et donc qui crée un champ magnétique à l'extérieur. Je trace quelques lignes de champ. Et un second circuit que je vais appeler C2, que pour l'instant, il peut être parcouru par un courant I aussi, mais ce courant, je le dessine pas pour le moment. Donc. En tout cas, les lignes de champ, et donc le champ magnétique créé par le premier, les lignes de champ vont traverser le deuxième circuit. Des signes comme ça. Donc il y a par exemple, dans ce cas précis, un champ B en tous les points de la surface qui s'appuie sur le second circuit. Je vais appeler par exemple le point M, et je note B1, le champ au point M, B1, le champ qui est sur la surface qui s'appuie sur le deuxième circuit. Donc si M est un point de la surface qui s'appuie sur C2, voilà le point P et le point M, la ligne qui relie les deux, c'est un C2, voilà. J'oublie pas le petit élément DL, je peux calculer donc B au point M, le champ au point M. Ça va être, je vais appliquer Biot et Savart, donc ça va être l'intégrale sur C1 de mu0 sur 4pi I1, dl vectoriel PM sur PM au cube, ça on commence à avoir l'habitude. Et donc ça c'est Biot et Savart. Maintenant, si je reprends cette expression de B1, cette expression, je peux calculer le flux de B1, c'est-à-dire produit par le premier circuit, à travers la surface S2. La surface S2, c'est la surface que je vous montre ici. Donc phi du circuit 1 vers le circuit 2, c'est-à-dire le flux du champ produit par 1 sur le circuit 2, ça va être l'intégrale de B1 scalaire ds1, et donc c'est simplement l'expression du dessus, là. Cette expression du dessus, je la remets à la place de B1, et je trouve le même genre d'expression que ce qu'on avait avant à propos du circuit de l'auto-induction, pardon. Et je fais le même jeu, c'est-à-dire que je prends I, je le sors de toute mon intégrale, là. Donc j'obtiens d'un côté I et de l'autre côté une intégrale compliquée qu'on ne va pas chercher à calculer, mais on voit qu'elle ne dépend pas de I, c'est-à-dire qu'elle dépend uniquement de la géométrie de l'ensemble, enfin des deux circuits C1 et C2, puisqu'on intègre sur S2. Voilà. Et donc ça, je vais l'appeler, cet élément-là, je vais l'appeler M12, pour dire que c'est du circuit 1 vers le circuit 2. Donc M12, I1, l'ensemble est égal à M12, I1. Bien évidemment, on a une symétrie, on va avoir phi 1,2 qui est égal à M12, I1, et symétriquement, phi 2,1 qui est égal à M21, I2. On va montrer dans un instant qu'en réalité, c'est le même élément. Alors, M, cet élément, ça s'appelle le coefficient d'inductance mutuelle. On dit généralement, pour simplifier, l'inductance mutuelle. Alors on peut montrer, c'est ce qu'on appelle la formule de von Neumann, que si vous avez plusieurs circuits, MIJ, quel que soit I et J, c'est mu0 sur 4pi, l'intégrale sur C1, l'intégrale sur C2, de DL1 produit scalaire avec DL2, divisé par R et J, où R et J, c'est la distance de DL1 à DL2, d'un des éléments DL1 à DL2. Et vous voyez que cette expression, elle est complètement symétrique en 1, 2, et donc M12, c'est égal à M21. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une inductance mutuelle, que c'est la même inductance mutuelle. Alors il y a une propriété. Quand on imagine l'auto-induction, c'est quand toutes les lignes de champ générées par un circuit passent dans ce même circuit. C'est évident que toutes les lignes de champ qui sont produites par le circuit vont passer, en tout cas, dans ce circuit. Et donc, on montre que M au carré, c'est-à-dire en gros
l'influence mutuelle, l'inductance mutuelle entre les deux, prise au carré, m fois m si vous voulez, c'est plus petit que les deux éléments L1, enfin les deux auto-inductances L1 multipliées par L2. Ça se comprend parce que toutes les lignes de champ ne passent pas forcément par le circuit C2 par exemple. Toutes les lignes de champ créées par, du champ créé par l'un des circuits ne passent pas forcément dans l'autre. Alors que pour l'auto-induction, toutes les lignes de champ qui sont créées par un circuit passent par le circuit lui-même. On peut, du coup, calculer le flux total du champ magnétique à travers chaque circuit. Il y a le flux du champ créé par le circuit lui-même, hein, l'auto-induction, si vous voulez, ça on l'avait vu, L1I1, et puis on rajoute le flux du champ créé par l'autre circuit. En l'occurrence, pour le premier, ça va être M fois I2. On vient de le montrer. Et pour Φ2, on inverse les courants, c'est-à-dire ça va faire L2I2 plus MI1. Du coup, si vous appliquez la loi de Faraday, vous obtenez que la force électromotrice créée dans le circuit numéro 1, ça va être moins dφ sur dt, c'est-à-dire moins L1 dI1 sur dt, moins M dI2 sur dt. Même chose pour E2, moins L2 dI2 sur dt, moins M dI1 sur dt. Dans cette situation-là, quand on a une inductance mutuelle, il peut y avoir, en pratique, des problèmes en électronique, par exemple, parce qu'un circuit ou un fil qui passe à côté d'un autre fil, s'il a des courbures, il va créer un champ magnétique, et s'il crée un champ magnétique, Biot-Savart, qui varie, eh bien, il peut influencer l'autre circuit, et donc créer, en gros, une partie du signal va être transférée dans l'autre circuit. C'est ce qu'on appelle de la diaphonie, en anglais crosstalk.